Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Alors, j'aimerais vous rappeler qu'il y a l'événement Insuffisance cardiaque 2019 les 10 et 11 mai au Centre Sheraton de Montréal. Alors, sans plus attendre, apprenez à vivre avec l'insuffisance cardiaque. Alors, Dr François Tournoux nous parlera de l'insuffisance cardiaque et de ses traitements. Madame Marilyn Brouillette, des soins personnels. Marie-Ève Auger, les défis et les opportunités. Alors, j'aimerais vous présenter les conférenciers de ce jour. Dr François Tournoux est membre du département de cardiologie du CHUM, professeur de clinique adjoint à l'Université de Montréal et clinicien-chercheur au laboratoire d'échocardiographie Doppler dans le cadre des activités du Centre de recherche du CHUM. Le Dr Tournoux est diplômé des universités françaises de Paris 5 pour son diplôme de médecin et de Paris 7 pour son doctorat. Il a complété sa formation clinique à l'hôpital Lariboisière et à l'hôpital Bichat à Paris en France et sa formation en recherche au Massachusetts General Hospital de Boston aux États-Unis. Il est spécialisé en imagerie cardiaque non effractive, en insuffisance cardiaque et en cardiologie du sport. Cette surspécialité constitue également ses principaux domaines de recherche. Madame Brouillette a travaillé en tant qu'infirmière et infirmière clinicienne de 2000 à 2006 à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Elle a obtenu en 2007 une maîtrise en sciences infirmières et un diplôme d'études complémentaires en sciences médicales. Elle exerce depuis le rôle d'infirmière praticienne spécialisée en cardiologie au CHUM. Infirmière praticienne spécialisée associée à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, elle siège au comité de programme des infirmières praticiennes spécialisées en cardiologie et participe à la formation des étudiantes en IPS. Et il y aura Marie-Ève Auger qui nous racontera son histoire. Alors, les conférenciers n'ont aucune divulgation pour conflit d'intérêts. Alors, quelle est la situation de l'insuffisance cardiaque? Alors, il y a une hausse de 25% des hospitalisations pour une insuffisance cardiaque. C'est la deuxième raison la plus courante d'hospitalisation des 65 ans et plus. Et plus d'une personne sur 4 ignore ce qu'est l'insuffisance cardiaque. Il y a présentement 600 000 personnes au pays qui souffrent d'insuffisance cardiaque et les cas d'insuffisance cardiaque sont en hausse au pays. Alors, le webinaire d'aujourd'hui va répondre à ces questions. Qu'est-ce que l'insuffisance cardiaque? Comment détecter cette affection? Quels sont les traitements les plus communs? Quels sont les soins personnels? Que peut-on faire pour aider à prendre en charge la maladie? Alors, je laisse la parole à Dr Tournoux. Bonjour, merci beaucoup pour cette introduction et donc on va essayer de voir aujourd'hui un petit peu comment on peut mieux connaître l'insuffisance cardiaque que l'on décrit toujours comme un fléau mal connu. Alors, qu'est-ce que l'insuffisance cardiaque? Eh bien, comme vous le voyez ici, c'est un problème de santé résultant de l'incapacité du cœur à pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins du corps. Ce problème se produit lorsque soit le cœur n'est pas assez fort, soit lorsque le cœur manque de souplesse. Donc pas assez fort, on voit ça dans les cœurs qui sont incapables de pousser hors de la cavité cardiaque suffisamment de sang pour aller irriguer le cerveau, les muscles périphériques. Et puis les cœurs pas assez élastiques. Ce sont les cœurs comme celui-ci, vous voyez, où les parois sont plus épaisses que lors d'un cœur normal. Et cet épaississement empêche le cœur de bien se relâcher et de bien accueillir le sang fraîchement oxygéné dans les poumons avant de le redistribuer, là encore, vers le cerveau et les muscles périphériques. Donc, deux formes d'insuffisance cardiaque. Une qui est plus liée à un défaut de la pompe à pousser le sang à l'extérieur et ces cœurs sont généralement plus gros que la normale pour compenser ce défaut de poussée versus un autre type d'insuffisance cardiaque où le cœur est moins élastique, il n'est pas capable d'accueillir correctement tout le sang qui lui
arrive pour pouvoir ensuite le redistribuer correctement. Alors, comment détecte-t-on l'insuffisance cardiaque? Il y a plusieurs choses. Tout d'abord, on va essayer de déterminer si le patient a un ou plusieurs facteurs de risque, c'est-à-dire des anomalies, des pathologies, des antécédents qui vont le prédisposer à faire de l'insuffisance cardiaque. On va s'assurer de pratiquer un certain nombre de tests de dépistage. Donc, il y a plusieurs types de tests que l'on peut faire. Ça peut être de l'imagerie comme une radiographie pulmonaire, une échographie cardiaque. Ça peut être des analyses sanguines avec des mesures de biomarqueurs sanguins. Et ensuite, on va intégrer l'ensemble de ces données pour déterminer si le patient a potentiellement ou non de l'insuffisance cardiaque. Donc, il n'y a pas un seul test qui va donner la réponse certaine. C'est vraiment l'intégration des facteurs de risque, des antécédents du patient, de ses symptômes, éventuellement de l'examen physique que le médecin ou l'infirmière va pratiquer, associé à des tests paracliniques d'imagerie ou sanguins qui vont nous permettre d'aboutir au diagnostic d'insuffisance cardiaque. Quelles sont les causes d'insuffisance cardiaque? Alors, l'insuffisance cardiaque, c'est vraiment plus comme un syndrome et il y a de multiples maladies qui peuvent provoquer de l'insuffisance cardiaque. On vous a listé ici les plus courantes, c'est celles qui sont généralement le plus connues dans la population générale. Donc, évidemment, quand on a fait un infarctus, une crise cardiaque et quand on a une partie de son cœur qui est endommagée à cause d'un blocage dans une artère, on comprend bien qu'intuitivement, la pompe va fonctionner moins bien et que le sang va être moins bien redistribué au cerveau et aux muscles. Si l'on fait de l'hypertension artérielle, là aussi, on va se retrouver avec un muscle qui va changer dans ses capacités à se relâcher parce que l'hypertension artérielle va faire en sorte que les parois du muscle vont s'épaissir et donc le muscle va perdre son élasticité. Le cœur est composé de de 4 valves cardiaques qui empêchent le sang de refluer et lui permettent d'avancer de façon normale à travers le cœur. Si une de ces valves est défectueuse, eh bien, le patient peut se retrouver en insuffisance cardiaque. Il y a 2 types de problèmes qui peuvent survenir au niveau d'une valve. La valve peut être trop serrée ou, à l'inverse, elle peut couler et il peut y avoir à ce moment-là une régurgitation dans le sens inverse que celui qui est normalement attendu. Puis, il y a des pathologies comme le diabète qui, là aussi, vont altérer la capacité du cœur, soit à se contracter, soit à se relâcher. Puis, à côté de ces causes courantes, vous avez des causes qui sont souvent moins connues, mais que l'on vous rencontre quand même relativement fréquemment à l'hôpital. Il peut y avoir des infections avec des virus qui vont affaiblir le muscle cardiaque. C'est comme si les patients faisaient une sorte de grippe au niveau du cœur, mais qui n'en guérissent pas complètement. Il peut y avoir aussi des troubles cardiaques de naissance, donc des patients qui sont nés avec des anomalies cardiaques et ces anomalies progressivement conduisent à l'insuffisance cardiaque au cours de l'enfance ou à l'âge adulte. Il peut y avoir des maladies génétiques qui provoquent de l'insuffisance cardiaque et souvent on retrouve de l'insuffisance cardiaque chez plusieurs membres de la famille, le grand-père, la mère et les enfants. La consommation excessive de toxiques comme l'alcool peut provoquer en soi de l'insuffisance cardiaque. Et puis enfin, il y a certains patients parce que leur cœur fait de l'arythmie qui au bout d'un moment vont aussi développer des symptômes d'insuffisance cardiaque. Alors, quels sont les symptômes de l'insuffisance cardiaque? Vous avez ici de lister les 4 symptômes les plus courants pour lesquels les patients vont généralement consulter. Premier symptôme, l'essoufflement. Les patients vont décrire une difficulté à
à faire des activités qu'ils avaient l'habitude de faire. Et ils vont se rendre compte que cet essoufflement va être rapidement croissant. Pourquoi les patients sont essoufflés? Généralement parce que comme le cœur a du mal à distribuer le sang oxygéné vers les muscles, vers le cerveau, etc., tout ce sang a tendance un peu à stagner en amont du cœur et donc au niveau pulmonaire. Et les patients vont donc se retrouver plus essoufflés. Et au bout d'un certain point, l'incapacité du cœur à drainer ce sang va même provoquer chez certains patients de l'œdème dans les poumons. On parle à ce moment-là d'œdème pulmonaire. Deuxième symptôme, la fatigue. Les patients sont fatigués parce que le cœur, la pompe, débite moins bien que d'habitude. Les muscles ne sont pas aussi bien irrigués que d'habitude et ils vont se retrouver donc plus fatigués, vont devoir faire des pauses plus régulières, ils vont se rendre compte que certaines activités physiques ou même de la vie quotidienne deviennent de plus en plus difficiles. Troisième symptôme, l'enflure. Pourquoi? Bien parce que comme là encore la pompe a du mal à faire circuler le sang à travers le corps de façon adéquate, le sang va stagner en amont du cœur. Donc on a parlé des poumons tout à l'heure, mais encore plus en amont, vous avez tout le système veineux et donc le sang va avoir tendance à stagner dans les membres inférieurs parce que le sang suit la gravité terrestre et donc s'il n'est pas pompé, remonté vers le haut correctement, il va avoir tendance à stagner au niveau des chevilles initialement, puis progressivement au niveau des mollets, voire au-dessus du genou. Et puis la toux, qui est aussi un phénomène souvent décrit. Souvent, c'est une toux qui est la nuit, quand le patient s'allonge, un peu pour les mêmes raisons que l'essoufflement, c'est-à-dire que vous avez du liquide qui s'accumule au niveau de la cage thoracique, qui va irriter un petit peu le poumon et provoquer ce phénomène. La diapositive ne passe pas. Est-ce que c'est possible au niveau... Oh, merci. Alors, qu'est-ce que la fraction d'éjection? Ça, c'est un terme que souvent les patients entendent quand on leur parle d'insuffisance cardiaque et ils veulent savoir qu'est-ce que ça signifie. Eh bien, c'est le pourcentage de sang expulsé d'une cavité cardiaque à chaque battement. Donc, plus votre cœur est en bonne santé, plus il va être capable d'éjecter une grosse quantité de sang vers le cerveau, les muscles périphériques et les autres organes. Donc, normalement, cette fraction d'éjection, elle se situe entre 50 et 70%. Elle n'atteint jamais 100%, c'est-à-dire que le cœur ne se vide jamais complètement. Il en reste toujours un petit peu, donc c'est pour ça que la limite supérieure haute est rarement au-dessus de 70%. En revanche, quand elle est en dessous de 40%, on estime que le cœur est particulièrement faible. La fraction d'éjection n'est pas synonyme de symptômes. En effet, vous pouvez avoir des symptômes d'insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection strictement normale. Et là, je vous rappelle le cas des patients qui font de l'insuffisance cardiaque par défaut d'élasticité du cœur. Donc, ce n'est pas parce que le cœur a du mal à se vidanger, mais c'est plus parce que le cœur a du mal à se remplir. Donc, vous pouvez avoir des symptômes d'insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection normale. Vous pouvez aussi avoir des patients qui n'ont aucun symptôme d'insuffisance cardiaque, mais qui ont une fraction d'éjection basse, parce que parfois, le corps humain est quand même relativement bien fait. Les gens sont capables de compenser un certain nombre de symptômes, et puis ensuite, les traitements vont aider à améliorer les patients, mais ce qui font que les patients vont se retrouver avec une qualité de vie proche de la normale, alors même que leur fraction d'éjection est faible.
Mais pour le corps médical et paramédical, c'est un indicateur précieux pour essayer d'expliquer pourquoi le patient fait de l'insuffisance cardiaque et pour décider ensuite du type de traitement que l'on pourra éventuellement proposer au patient. Alors, est-ce qu'il y a un remède à l'insuffisance cardiaque? À l'heure actuelle, l'insuffisance cardiaque, on l'a dit, souvent traitable, mais rarement curable. En effet, quand vous avez, par exemple, fait un gros infarctus et qu'une partie de votre cœur a été détruite par cet infarctus, ben, cette partie-là, malheureusement, on ne pourra pas la récupérer. Elle sera comme une cicatrice au niveau de votre cœur. Donc, votre insuffisance cardiaque, dans ce sens-là, ne va pas être curable. En revanche, il y a maintenant de nombreux traitements médicaux et non médicaux pour aider à améliorer vos symptômes d'insuffisance cardiaque, donc pour traiter cette insuffisance cardiaque et faire en sorte que les patients soient avec une qualité de vie la plus proche de la normale possible. Ce qu'il faut bien garder en mémoire, et c'est pour ça qu'on fait ce genre de conférence, c'est qu'un diagnostic précoce et un traitement adéquat vont considérablement ralentir la progression de la maladie, éviter l'hospitalisation et in fine améliorer le pronostic des patients. Alors, quels sont les... Ah, excusez-moi, est-ce qu'on peut revenir à la diapositive précédente? Je vais essayer de reprendre ma main. Merci. Donc, quels sont les traitements? Première chose, on essaye de traiter la cause sous-jacente de l'insuffisance cardiaque. Donc, si par exemple le patient a de l'insuffisance cardiaque parce qu'il a plusieurs artères de son cœur qui sont bloquées, on va se faire en sorte de débloquer un maximum de ces artères pour redonner de la puissance au cœur et améliorer l'insuffisance cardiaque. Si le patient a de l'insuffisance cardiaque parce qu'il a une hypertension artérielle sévère qui a été jusqu'à présent négligée, une grosse partie du traitement va être de bien s'assurer que l'insuffisance cardiaque est traitée correctement et contrôlée. Puis ensuite, vous avez des traitements qu'on va qualifier entre guillemets de plus généraux, avec des médicaments, des choses que les patients vont devoir faire en sorte par eux-mêmes, et dont Marie Brouillette va vous parler tout à l'heure. Il va y avoir des discussions souvent multidisciplinaires sur les soins, un suivi par une équipe ou une clinique spécialisée. Et on pourra même proposer à des patients des dispositifs de type pacemaker, défibrillateur ou éventuellement cœur artificiel, dont on ne va pas parler aujourd'hui puisque ça prendrait une conférence en soi. Les traitements permettent d'éviter, là encore, les réhospitalisations, d'améliorer la qualité de vie des patients et donc, in fine, de leur permettre de vivre mieux et plus longtemps. Alors, quels sont les médicaments que l'on a à l'heure actuelle à notre disposition? Si on prend le cas du cœur peu élastique, donc qui a du mal à accueillir suffisamment de sang dans sa cavité, à l'heure actuelle, il y a relativement peu de médicaments qui sont à notre disposition. Comme je vous l'ai dit, on essaye surtout de traiter les causes qui conduisent à cette perte d'élasticité du cœur. Donc, on va faire en sorte de bien maîtriser la pression artérielle, s'assurer que les patients qui font de l'arythmie cardiaque aient une arythmie qui soit contrôlée, surveiller l'équilibre des prises de liquide, que ce soit par l'eau de boisson ou par les aliments. Donc, c'est essentiellement un traitement médical qui va se focaliser sur les causes de cette perte d'élasticité. En revanche, pour l'autre forme d'insuffisance cardiaque dont on parlait tout à l'heure, donc celle du cœur dilaté qui a du mal à pousser
le sang en dehors de sa cavité, il y a maintenant plusieurs médicaments dont la combinaison permet d'atténuer les symptômes et d'améliorer la qualité de vie. Ces médicaments pris ensemble préviennent l'affaiblissement du cœur, évitent l'hospitalisation et, in fine, améliorent le pronostic des patients. Il en existe 3 principaux. Donc, les noms sont parfois un peu compliqués, mais je vais vous expliquer grosso modo leur mode d'action. Donc, on distingue 3 grandes familles, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les bêta-bloquants et les antagonistes de l'aldostérone. Qu'est-ce que font ces médicaments? Eh bien, ces médicaments vont lutter contre l'activation neuro-hormonale qui se produit au niveau de l'insuffisance cardiaque. Pourquoi? Eh bien parce que quand le cœur est défaillant, le corps humain essaye de répondre à cette défaillance en activant un certain nombre d'hormones ou de stimulations adrénergiques pour faire en sorte que le cœur soit, entre guillemets, fouetté et qu'il puisse être poussé au maximum de ses capacités. Le problème, c'est que ces phénomènes compensateurs que le corps met en place ont l'effet paradoxal d'épuiser encore plus le cœur des patients et ça fait un effet malheureusement boule de neige et les patients sont de plus en plus malades. En introduisant ces 3 médicaments, on bloque les différents systèmes neuro-hormonaux qui sont mis en jeu et on permet ainsi de casser ce cercle vicieux qui s'installe et d'améliorer la qualité de vie et le pronostic des patients. En parallèle de ces médicaments, vous avez des médicaments qui font uriner, qu'on appelle les diurétiques, dont le plus courant est le furosémide ou l'Azix. Alors, ces médicaments, ils vont faire en sorte que le patient va se sentir moins congestionné. L'enflure va diminuer, l'essoufflement va diminuer. Ce ne sont pas des médicaments qui vont en soi réellement modifier le pronostic et traiter l'insuffisance cardiaque, mais ils vont aider le patient à se sentir mieux et plus confortable. Au-delà de ces 3 grandes catégories de médicaments qu'on utilise déjà depuis plusieurs dizaines d'années, vous avez 2 nouveaux médicaments qui sont désormais disponibles au Canada. Un médicament qui s'appelle le sacubitril/valsartan, qui est une combinaison de 2 molécules dont le nom commercial est L'Entresto, et qui va remplacer un des 3 médicaments dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui, chez les patients qui ne répondent pas à la trithérapie dont nous avons parlé précédemment, va permettre d'améliorer encore les symptômes et de prolonger la vie de nos patients. Parallèlement, il y a un autre médicament, l'ivabradine, qui lui fonctionne de façon un petit peu différente. Il ralentit la fréquence cardiaque des patients insuffisants cardiaques. Il met en fait entre guillemets le cœur au repos. Et là encore, il va atténuer les symptômes et prolonger la vie des patients. Donc, pour résumer, 2 grandes catégories d'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque où le cœur est dilaté, il a du mal à pousser le sang vers le cerveau et les muscles périphériques. L'insuffisance cardiaque où le cœur a une fonction de poussée qui est normale, mais qui a perdu de son élasticité, et des médicaments qui permettent de traiter l'insuffisance cardiaque et d'améliorer assez rapidement les symptômes des patients et leur qualité de vie et leur pronostic. Et un des grands volets de la prise en charge de ces patients-là, ce sont les soins personnels dont ma collègue Marilyn Brouillette va vous parler, qui sont tout aussi importants que les médicaments dont je vous ai parlé. Alors, bonjour tout le monde. Merci de l'invitation. Alors, je vais essayer de passer en revue les soins personnels principaux qu'on doit adresser
insuffisance cardiaque. Alors, d'abord, sur cette diapo, et peut-être je ferai référence à la première. Oh, pardon, je vais essayer de revenir. Je ne sais pas si on peut reculer. Je vais le faire. Désolée. Alors, si je revenais sur la première diapo que Mme Marin vous a présentée en début de présentation. Non. Je suis désolée. Problème technique. Alors voilà, merci beaucoup. Donc, Mme Marin, sur cette diapo, présentait qu'au niveau du Canada, c'est 600 000 Canadiens qui sont touchés par l'insuffisance cardiaque. Alors, c'est vraiment un diagnostic qui est fréquent, qui amène de nombreuses visites à l'urgence ainsi que des hospitalisations, mais surtout, ça affecte grandement la qualité de vie des patients qui en sont atteints et celle de leur famille par conséquence. Donc, vous voyez sur cette diapositive-là, parce que je pense que l'essentiel de l'approche aux patients insuffisants cardiaques est d'avoir autour de lui tous les acteurs clés qui doivent graviter, tous les professionnels. Et il n'y a pas que les professionnels de la santé qui doivent en faire partie, mais on doit inclure aussi la famille au niveau des soins du patient insuffisant cardiaque. Alors, tous doivent se centrer sur les besoins du patient, qui a une maladie qui est complexe et qui vient aussi souvent, malheureusement, avec d'autres comorbidités, d'autres maladies telles que le diabète, l'hypertension, la maladie pulmonaire ou l'insuffisance rénale, par exemple. Donc, c'est important de jauger les recommandations propres à chacune de ces maladies-là, puis d'arriver à maintenir la santé et la qualité de vie des patients. Le patient insuffisant cardiaque, généralement, va avoir des soins qui sont dispensés par la première ligne, médecin ou infirmière praticienne de première ligne, un cardiologue et en fait, au Canada et au Québec particulièrement, on a beaucoup de cliniques d'insuffisance cardiaque, donc c'est une belle plateforme où on travaille en interdisciplinarité. Le patient, dans le continuum de ses soins, va avoir tantôt à rencontrer un travailleur social ou encore une nutritionniste pour ce qui est des recommandations alimentaires, un pharmacien. Alors, c'est vraiment un travail d'équipe et j'ajouterais ici au CHUM, par exemple, il y a une psychologue qui travaille avec nos patients puisque c'est une maladie qui amène quand même beaucoup d'anxiété et parfois même la dépression. Alors, les soins personnels, en fait, ça regroupe, dans le fond, le processus qui vise à maintenir la santé et la prise en charge de l'individu via différentes activités, différentes actions. On peut les regrouper sous forme de maintien, observation et prise en charge. Donc, quand on parle du maintien au niveau des soins personnels, bien, on parle de la capacité du patient et en interrelation avec les professionnels d'identifier les symptômes pour lesquels il faut agir. Donc, il y a un état, le patient apprend à se connaître généralement, à reconnaître quand ça va moins bien, à identifier les signes précurseurs que le cœur fait moins bien son travail et que l'insuffisance cardiaque n'est plus compensée. Donc, il y a une exacerbation des symptômes tels que l'essoufflement à l'effort, l'essoufflement durant la nuit, on augmente le nombre d'oreillers, par exemple, ou encore on se réveille aux petites heures du matin, essoufflé, il faut s'asseoir, se lever, sortir du lit. On doit délousser la ceinture à la taille parce qu'on a pris du volume au niveau de l'abdomen. Il y a des enflures aux jambes. Alors ça, c'est tous des symptômes pour lesquels il faut intervenir. Le patient est amené à reconnaître ces symptômes-là, les membres de la famille aussi. Alors, il y a l'observation. Hein. Qu'est-ce qui représente ces symptômes-là? Bien, ils représentent des signes de décompensation. Alors, il faut agir. Et j'ai une diapo ici qui va arriver, qui présente les recommandations d'insuffisance cardiaque. Donc, de 1, pour identifier les signes précurseurs, la première chose que je conseille aux patients est la peser chaque jour à jeun après avoir uriné le matin, puisque une variation rapide de poids de quelques livres, 5 livres en moins d'une semaine, c'est anormal. Ce n'est pas nécessairement parce qu'on a bien mangé, mais ça peut être parce qu'on accumule du liquide, de l'eau. Donc, c'est le premier signe précurseur à surveiller. Dans les recommandations, on va aussi demander aux patients, et ça, c'est pas simple, hein, c'est tout un contrat de commencer une prise de médication de façon quotidienne plusieurs fois par jour, mais les médicaments, comme l'a expliqué Dr Tourneau, vont contribuer à maintenir la fonction cardiaque, à voir à l'améliorer et également à gérer les symptômes d'essoufflement et d'édème, par exemple.
On va aussi recommander d'arrêter la cessation complète du tabac. En fait, on peut même penser à référer les patients dans un centre d'abandon de tabac ou encore à faire affaire avec la ligne 800 J'arrête, qui sont des ressources qui vont maximiser les chances de succès. C'est prouvé que quand on a un counseling avec une thérapie de remplacement de nicotine comme les timbres, ça va nous aider à arrêter. En insuffisance cardiaque également, la restriction hydrosodée de liquide à 1,5 litres par 24 heures, ça passe vite, c'est environ 6 tasses de liquide, tout inclus, donc pas que l'eau, mais les boissons comme le café, les popsicles quand c'est l'été, la soupe, le lait dans les céréales, tout compte. Alors, on recommande 1500 par jour. Également, le sel, une restriction de 2 à 3 grammes de sodium par jour est conseillée. Donc, c'est vraiment utile d'être référé à un nutritionniste pour apprendre à mieux lire les étiquettes, ou en clinique d'insuffisance cardiaque, on peut le travailler aussi avec les infirmières pour faire des choix qui sont sensés au niveau de l'alimentation. Finalement, une référence à un centre de réadaptation cardiaque, comme on a, nous, au CHUM ici, on a de la cardiologie préventive et on a dans différents secteurs, dans différents milieux. Votre professionnel pourra vous informer si vous êtes patient et que vous souhaitez être référé. Ça peut être extrêmement pertinent parce que quand on est insuffisant cardiaque, est-ce qu'on doit être au repos? Non, absolument pas. On l'a déjà dit ça il y a quelques décennies, mais aujourd'hui, on reconnaît que le cœur est un muscle qui a besoin d'être tonifié, d'être activé, et ça peut se faire par l'exercice. C'est sûr qu'il faut ça peut amener de l'insécurité quand on a un diagnostic et qu'on veut faire de l'activité. Est-ce que c'est sécuritaire ou pas? Je pense que ça peut être extrêmement rassurant de rencontrer des professionnels qui vont développer un programme d'activité physique adapté à notre condition de santé. Et ça peut être extrêmement motivant aussi parce que vous allez être à même de constater, si vous êtes patient, que votre capacité, votre tolérance à l'effort va augmenter avec un programme d'activité physique. Alors, le plus sécuritaire est de bénéficier d'une prescription d'exercice via un centre adapté. Donc, dans les soins personnels, ici, c'est une diapo qui nous démontre simplement un peu ce que je viens de vous dire. Donc, le patient, on doit l'accompagner dans la reconnaissance des symptômes précurseurs, ça va moins bien, que l'insuffisance cardiaque décompense. Il doit apprendre à se connaître, à intervenir lorsque ça va moins bien. Idéalement, le patient devrait avoir un numéro de téléphone, un professionnel de la santé à joindre en cas de besoin, puisqu'il y a des plans d'action qui peuvent être mis en place. On s'adapte aux patients qu'on a devant nous lorsqu'on est un professionnel de la santé. Quand c'est un patient qui est autonome, dans la gestion de la médication et tout ça, on peut favoriser le fait d'avoir une ordonnance de furosémide, le médicament diurétique qui permet de limiter le liquide, en cas de besoin. Alors là, les patients, ils ont une marge de manœuvre. Dès qu'ils voient l'apparition de certains symptômes, ils peuvent prendre un peu plus de Lasix pendant 1, 2 ou 3 journées. Et si ça ne fonctionne pas, s'il y a échec, on communique avec les professionnels de la santé. Pour d'autres, ils vont directement nous appeler dès que ça va moins bien. Et juste un petit mot aussi sur le traitement pharmacologique qui amène un lot d'effets secondaires. Si ça amène une fatigue très, très importante, si jamais le patient est étourdi, il doit communiquer avec un professionnel. Et si les ressources ne sont pas disponibles, pensez aux pharmaciens d'officine qui peuvent aider à résoudre la situation. Donc, voilà. Il y a toujours un petit délai. Alors, juste, je reviens sur la rétention liquidienne, sur l'importance, dans le fond, de surveiller les signes. Alors, les signes, il y a l'essoufflement durant la nuit, le nombre d'oreillers qui augmente, le fait d'être moins tolérant aux efforts, donc d'avoir un essoufflement au moindre effort et parfois même ça peut devenir à la parole ou encore au repos. L'essoufflement quand la maladie est plus avancée. On peut perdre de l'appétit aussi parce que quand on est congestif, on est rempli de liquide, le foie, les organes, une voie abdominale, on a un inconfort qui fait en sorte qu'on va moins tolérer de grandes portions. Donc, on va favoriser des plus petites collations protéinées plusieurs fois par jour. Également, il peut y avoir plus de fatigue, moins d'énergie qu'à l'habitude. Donc, je pense que pour un patient insuffisant cardiaque, ça demande une certaine indulgence et si jamais il y a des
inconforts, par exemple, si vous êtes brimé dans votre qualité de vie par la prise des médicaments, exemple le furosémide qui entraîne un besoin parfois urgent d'aller à la salle de bain, que vous avez une activité à l'extérieur, il y a moyen d'en discuter avec les professionnels puis d'adapter, dans le fond, la prise de la médication à votre horaire, à votre quotidien pour que ce soit optimal pour vous. Et là, je vais passer à la prochaine diapo. Je saute celle-ci pour laisser plus de temps à Mme Auger qui est ici pour nous témoigner de son expérience qui est importante. Donc, je pense que l'important en insuffisance cardiaque, en fait, il y a 2 bulletins pour nous, les travailleurs de la santé. C'est de 1, optimiser la thérapie du patient, s'assurer qu'il y a les meilleurs traitements, les traitements optimaux pour maintenir sa fonction cardiaque. 2, améliorer la qualité de vie de nos patients. Et ça doit être fait dans le respect et basé sur une relation de confiance entre le patient et les professionnels qui l'accompagnent. Alors, ça complète la section que j'avais à nommer. Et maintenant, on a Mme Auger, on a le privilège aujourd'hui d'accueillir une patiente qui va nous partager son expérience, qui est suivie à notre centre hospitalier. Madame Auger, dans l'apparition de la maladie, avant même que vous ayez eu le diagnostic de l'insuffisance cardiaque, qu'est-ce qui vous avait poussé à consulter? C'était quoi les symptômes? Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas? Moi, dans le fond, ça s'est passé après mon accouchement, donc après ma grossesse. Ça s'est fait graduellement, ou du moins ma perception a été faite comme ça. Mais on parlait de fatigue, d'essoufflement. Plus ça allait, juste marcher devenait problématique. Je m'arrête à tous les 2 pas parce que j'étais très essoufflée. J'ai passé d'un oreiller à, en 5 mois, être assis pour essayer de dormir. Puis même là, il y a des soirs que je ne dormais pas du tout. Je toussais, mais c'était l'hiver. L'impression, un rhume qui ne veut pas partir, nouvelle maman fatiguée, je ne fais pas d'exercice parce que je n'ai pas le temps, prise de poids. Donc, connaissant pas l'insuffisance cardiaque, étant dur avec nous-mêmes, ne s'écoutant pas, j'ai tardé avant de consulter. Puis, j'ai consulté donc 5 mois après l'accouchement. Donc, les dommages au cœur étaient majeur dans mon cas. L'impact sur votre entourage, peut-être pendant ces 5 mois-là, mais après ça, l'adaptation suite au diagnostic, est-ce qu'il a été important sur vous, sur vos proches, votre mère? Ben, pendant, je me suis adaptée, dans le fond, à mes symptômes. J'avais l'aide de mon conjoint, de ma famille, qui m'aidait parce que nouvelle maman. Mais par la suite, c'est sûr que là, la perception a changé beaucoup. Beaucoup d'inquiétudes, autant de ma part que de la part de mon entourage. Moi, autant que j'ai peur de partir, de laisser ma fille derrière moi, vu qu'elle est quand même juste à 9 ans. Et c'est ça, mon entourage, à chaque jour, on a beau dire c'est stable, mais du jour au lendemain, si l'état se dégrade, c'est un autre chapitre. Donc, c'est une crainte qui est toujours présente, autant pour moi, puis un lourd fardeau pour mon entourage. J'imagine que c'est beaucoup d'adaptation, d'anxiété en lien avec le diagnostic. Puis, parlant d'adaptation, ça vient avec beaucoup de défis. Vivre avec l'insuffisance cardiaque, y a-t-il des difficultés vraiment importantes que vous avez envie de partager ou des défis que vous avez dû surmonter? Des défis au quotidien, si on parle simplement que l'entretien de la maison, aller à l'épicerie. Il faut apprendre à gérer ça d'une manière différente parce que l'énergie n'est plus du tout la même. Chose qu'on prenait pour acquis, maintenant, soit que je ne peux pas le faire, il faut que je dise non malgré mon âge, que je serais une personne en santé devrait être capable de faire. Moi, souvent, c'est non, ou si je le fais, on va y aller très, très mollo. C'est de dire non à ma fille des fois pour faire des activités que j'aurais dû normalement faire si je n'avais pas souffert d'insuffisance cardiaque. Puis aussi, au début de ma maladie, on m'avait donné une vignette d'handicapé pour faciliter mes
déplacements, puis pas me brûler dans toutes mes activités. Puis, ben, souvent, à un moment donné, j'ai arrêté de l'utiliser parce que je me faisais dévisager carrément. Je sortais avec la poussette puis le bébé, puis on me regardait, on va dire, une jeune mère qui, avec une vignette, abus du système peut-être, c'était lourd, c'était très lourd. Fait que j'ai simplement arrêté d'utiliser, puis pourtant, tu sais, je n'aurais pas dû le faire, mais tu sais, le sentiment de me faire regarder comme ça, tu sais, ça se voit pas, l'insuffisance cardiaque. C'est ce que j'allais dire, puis c'est vrai qu'on voit ça encore plus, c'est encore plus vrai quand les insuffisances cardiaques sont jeunes, puis oui, ça touche des jeunes aussi. Donc oui, ça n'a pas de visage, hein, dans le sens où on ne le voit pas, alors c'est plus difficile de comprendre que les gens n'ont peut-être pas l'énergie pour faire ce qu'ils faisaient avant ou ce que quelqu'un de leur âge ferait normalement. C'est ça, c'est de pas juger dans le fond. Là. Puis je pense que c'est pour ça que c'est important d'en parler. Oui, justement, ma dernière question, c'est justement, on a une sensibilisation à l'insuffisance cardiaque. Donc, pourquoi vous pensez que c'est important d'en parler? Pourquoi vous êtes ici et vous avez accepté généreusement de nous rencontrer aujourd'hui et de parler aux gens? Bien, tu sais, comme je disais un peu au début, dans l'explication de mes symptômes, je la connaissais pas, moi, cette maladie-là, tu sais. Puis, les symptômes, quand on les connaît, maintenant que je les connais, si mon état va moins bien, quoi que ce soit, j'appelle à la clinique, tu sais, je sais que j'ai des ressources, puis tout ça. Si aujourd'hui, le fait qu'on en a discuté peut amener des gens à consulter plus rapidement, puis d'avoir tout de suite, comme vous dites, le soutien de l'équipe, puis la mise en place de médication ou autre, on est en de bonnes mains, là. C'est plate d'en arriver là, mais justement d'en parler, je pense que c'est important pour éviter que ça continue à augmenter le nombre de personnes qui souffrent d'insuffisance cardiaque. C'est une maladie qui n'est pas tant connue, on n'en parle pas tant dans le monde. Non, puis elle ne se voit pas. Oui, mais il y a un impact majeur, hein, on en a discuté tout au long de la présentation. Merci énormément d'avoir participé à l'événement. Voilà, je pense que ça complète ce qu'on avait à dire. Je ne sais pas s'il reste du temps pour les questions. Je vois qu'il est 13h15, on est arrivé juste. Madame Marin? Oui, bien merci beaucoup aux conférenciers et j'espère que les participants ont apprécié la présentation. Il y a plusieurs ressources à votre disposition sur le site web de Cœur et AVC et de la Société québécoise d'insuffisance cardiaque. Si vous avez des questions, on a le temps de prendre une question et bon, je m'adresse soit à Dr Tournou ou Mme Brouillette. Est-ce qu'il y a une différence au niveau de l'insuffisance cardiaque entre les hommes et les femmes pour les symptômes et le traitement de l'insuffisance cardiaque? En fait, non, je vous dirais, c'est sûr que bon, dans l'approche, peut-être que ça peut être un peu différent, mais au niveau de la pharmacologie, au niveau de ce qu'on propose en termes d'appareillage, quand on a besoin d'un défibrillateur cardiaque, par exemple, autant dans les deux cas, je pense que l'approche est similaire. Moi, je dirais la grande différence, c'est que souvent, elle est plus sous-diagnostiquée chez la femme que chez les hommes. Pour diverses raisons, parce que souvent on pense que les maladies cardiovasculaires, dans l'esprit général, ça ne touche que les hommes, alors que c'est faux. On le sait, il y a de plus en plus de femmes qui font des infarctus, qui font de l'hypertension artérielle. La population aussi vieillit. Les femmes sont aussi soumises à d'autres situations qui sont des facteurs de risque d'insuffisance cardiaque. Je pense par exemple au cancer du sein. Dans cette maladie, les chimiothérapies se sont considérablement améliorées, permettent de sauver ces patientes-là. Mais malheureusement, certaines sont toxiques pour le cœur et peuvent provoquer ensuite de l'insuffisance cardiaque. Et ça reste encore mal connu. Donc, je dirais que chez la femme, là où il faut être le plus vigilant, c'est qu'il faut y penser encore plus que chez l'homme à l'insuffisance cardiaque. Il y a souvent des situations qu'on ne connaît pas très bien, mais qui sont des facteurs de risque réels pour
cette pathologie. Je peux peut-être juste, si je me permets, d'ajouter, dans le fond, que, par exemple, c'est reconnu qu'une patiente, une femme qui va faire un infarctus va souvent avoir tendance à minimiser, banaliser les symptômes ou une raison d'indigestion ou d'autres, va trouver d'autres explications plutôt que d'aller rapidement consulter. Et ça peut amener des conséquences quand même importantes parce que le temps compte beaucoup quand on a une crise cardiaque, un infarctus, ou encore elle minimise puis elle tarde à consulter, comme Mme Auger nous l'a rapporté. Donc, c'est vrai que c'est fréquent, ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, parfait. Bien, merci beaucoup. C'est ce qui met fin à notre webinaire. Puis j'aimerais simplement vous mentionner de vous assurer d'être bel et bien inscrit à la formation via la plateforme GoToWebinar. Ceci nous permet d'un côté de connaître le nombre de participants, mais aussi de vous transmettre par la suite le lien pour réécouter l'enregistrement du webinaire sur le site des pratiques optimales de l'AVC au Canada et un court sondage pour avoir vos commentaires et suggestions qui vous permettra ensuite d'avoir accès à une attestation de participation. C'est très important pour nous de recevoir votre rétroaction pour nos futurs webinaires. N'oubliez pas, il y a 3 événements à venir en 2019. Insuffisance cardiaque en 2019, 10 et 11 mai au Centre Sheraton à Montréal. Congrès canadien de l'AVC du 3 au 5 octobre à Ottawa et le sommet québécois de l'AVC le 15 novembre à Montréal. Alors, je désire remercier encore infiniment les conférenciers d'aujourd'hui. C'était présentation fort intéressante et je dis bonjour à tout le monde.